Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Cette semaine, on va se pencher sur votre lit. Oui, vous là qui nous regardez, qu'est-ce que vous y faites? Est-ce que c'est bien catholique tout ça? C'est bien ce qu'on pensait. Il se passe pas grand-chose. Ça réarme pas bien la France, tout ça. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Bah oui, les Français font de moins en moins d'enfants. Et ça, c'est très inquiétant. Alors comme ça inquiète les politiques, ils se mettent à poser des questions. Et je salue également Anna Cabana. Mais bonsoir Anna. Caroline. Anna, comment on fait les bébés? Ah écoutez, comment certains ont essayé de faire des bébés? C'est la gêne ultime. On aurait envie de dire que ce qu'on fait dans nos chambres, ça regarde que nous. Sûrement pas le débat public. Mais non, les politiques s'inquiètent. Les Français ne kennent pas comme il faut, visiblement, puisqu'il n'y a pas assez de bébés. Et comme d'habitude, chaque fois qu'un truc cloche, on a créé une commission. Et la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la baisse de la natalité a rendu son rapport. Alors, on va regarder pourquoi les politiques tiennent tant à savoir ce qui se passe dans nos lits, ce que ça dit vraiment, et les problèmes de normativité reproductive que ce débat soulève sérieusement. Et ensuite, on verra avec une enquête exclusive de Blast comment Rodolphe Saadé, le milliardaire préféré d'Emmanuel Macron, se gave d'argent public tout en payant très peu d'impôts. On a déjà expliqué ça il y a quelques semaines, non? Les riches ont plus d'un tour dans leur sac. Et l'autre truc? L'autre truc, c'est-à-dire? Tu sais, ce qui s'est passé avec le gars, là. Non. Non, tu vois pas ou... Non. Bon. Donc, les digues, la bascule... Non. Oui, non, mais en même temps, bon épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors, comment on fait les bébés? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Derrière cette façon ultra gênante de poser la question, il y a une manière bien particulière de raconter les problèmes de la société. Une façon de parler de sexualité, ou plutôt de ne pas en parler. Une façon aussi de représenter le couple. Mais surtout, une manière d'organiser tout l'espace social autour d'un des aspects les plus fondamentaux de la vie humaine, l'intimité. Le sexe, l'amour, le désir, la baise, le cul. Bref, quand on parle de natalité, on parle de la fonction sociale de nos corps et de la sexualité. Et pour situer, en 2023, la fécondation in vitro a mené à 28 000 grossesses en France, sur un total de 677 000 naissances. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce réarmement reproductif? Bon, la question de la natalité n'est pas nouvelle, et les inquiétudes sont toujours les mêmes. La France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? C'est pourquoi il est important qu'augmente le nombre des foyers d'au moins 3 enfants. Pour la première fois depuis l'après-guerre, il y a plus de décès que de naissances. Pour nous faire sentir l'urgence du danger dénataliste, on aligne les scénarios catastrophes. La fin de la sécu, l'explosion des retraites, l'effondrement social. En gros, Mad Max, mais sans les films pour enfants. Enfin, qu'il n'y ait pas de film pour enfants, c'est peut-être pas un si gros sacrifice, ça, hein? Ah oui, mais s'il reste plus que les films pour le 3e âge avec Fabrice Lucchini, en crise existentielle, moi j'en peux plus, hein. Je vais même regarder la ratatouille commerciale K-pop Venom Hunters, hein. Oh, Si tu t'en prends à nos fans. Tu vas sentir ta douleur. non mais je l'ai regardé quand même, la ratatouille. Est-ce que t'es chaud pour ce qu'on te donne? Parce que s'il n'y a plus de bébés, il y aura plus d'ados et plus de jeunes adultes. Et ça devient vite un problème. Qui va travailler? François Bayrou avait alerté sur ce sujet, en 2021 en particulier, avec un rapport au titre explicite « Démographie, la clé pour préserver notre modèle social » qui montrait la baisse tendancielle des naissances et le vieillissement rapide de la population, soulignant que cela menaçait directement l'équilibre de notre modèle de solidarité. Bonne remarque, mais meilleure encore. Qui va aller mourir à la guerre s'il n'y a plus personne? Bon, après, s'ils ont personne à envoyer, peut-être qu'on pourra reporter. J'ai cité, ça peut peut-être paraître étonnant quand on parle de démographie, la politique de sécurité, je dirais plus précisément la politique de défense, mais nous avons montré dans une note récente que malgré des hausses de crédits budgétaires sensibles qu'a voté le Parlement dans la loi de programmation militaire, nos armées ont des difficultés à atteindre leurs objectifs de recrutement parce que les classes d'âge sont tout simplement inférieures à ce qu'elles étaient les quelques années précédentes. Rien de nouveau. Le discours nataliste est profondément lié aux obsessions nationalistes classiques. Chez les nazis, c'était central, produire des travailleurs et des soldats, avec même un dispositif dédié, le Lebensborn, censé fabriquer des Ariens parfaits.
Évidemment, cette vision a été largement critiquée. Elle transforme l'utérus en outil de production et réduit l'intimité à une fonction reproductive. Mais derrière tout ça, il y a des rapports de force économiques très concrets. Plutôt que de faire contribuer les ultra-riches, la droite propose 2 options. Faire plus d'enfants pour maintenir le système ou perdre des protections sociales. Oui, connaissant les macronistes, ce sera plus de travail et moins de prestations quand même. La démographie déclinante va entraîner une baisse de la productivité et des recettes, menaçant à terme le financement de la protection sociale. Vous l'avez dit, la marée descendante de la dénatalité va avoir des impacts majeurs sur l'ensemble des politiques publiques. Alors il y a 3 niveaux de réponse. S'adapter, et vous proposez dans votre note de travailler plus, d'automatiser davantage et d'accueillir mieux. Alors, pour déguiser cette horrible approche macroéconomique, il faut faire quelques efforts. On peut pas juste dire qu'on veut que les Français fassent plus de gosses, on n'est plus dans les années 70. Alors, la ruse est fine. Regardez la technique. Ce que j'ai compris dans cette mission d'information, c'est que le désir d'enfant des Français y restait élevé. Le défi des responsables politiques que nous sommes, le défi de cette politique familiale, c'est d'être capable de répondre à ce désir d'enfant des Français. C'est mystérieux, le désir d'enfant. Il y a plus mystérieux que la naissance, c'est le désir qui précède la naissance. Mais il est toujours là, ce désir. Charge à nous, les politiques, de pouvoir y répondre. Charge à nous de faire en sorte que les freins à sa réalisation, à sa concrétisation soient levés. L'enjeu de la mission, c'était justement de faire en sorte que faire un enfant ne soit pas un enjeu géopolitique, macroéconomique, mais reste un désir fondamental. Et pour que ce désir se réalise, ce sur quoi la mission a vraiment mis le doigt, c'est qu'il faut que les futurs parents se projettent avec confiance. C'est pas nouveau, vous allez me dire, mais se projettent avec confiance à la fois sur des sujets un peu métaphysiques. Magique et très efficace. Réponse en 2 temps. D'abord, les politiques ne veulent rien. Ce sont les Français qui voudraient. Et nous, pauvres Français, on serait frustrés. On voudrait plein d'enfants, mais on n'y arrive pas. Alors, le gentil monsieur viendrait nous aider à faire des bébés. Oh, il vient où et quand le monsieur pour nous aider? Mais même pas je le touche avec un bâton, mais c'est dégueulasse, non? Ah, c'est lui qui parle d'aide, moi je tire les conclusions. Bref, pour Jérémy Patriélétus, ce n'est pas économique, c'est pour satisfaire un désir d'enfant empêché. Le désir d'enfant empêché des Français. Et je crois que, en tout cas pour moi, dans un moment où l'Assemblée donne l'image de débats stériles, de controverses infécondes, que cette mission d'information permettra aussi d'espérer à une renaissance de notre Assemblée nationale. Eh ben, ça manque pas d'air, hein. Bon, on connaît tous des gens qui veulent des enfants et pour qui ça ne marche pas. Et oui, c'est une épreuve. Vous parliez tout à l'heure de la solitude des jeunes parents, enfin des parents de jeunes enfants, mais il y a aussi la solitude des jamais parents, parce que aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas réussi à avoir d'enfants, c'est très incongru. On ne croit pas que c'est possible, en fait. Mais fertilité et natalité, c'est pas la même chose. Ajuster la fertilité a peu d'effet sur la natalité globale. Que l'État se préoccupe de ces couples, de ces personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants, c'est une chose, mais il ne faut pas en attendre un relèvement de la natalité du tout. Pour le coup, ils l'ont dit tous les deux. Ça a été présenté il y a 2 ans par le président comme un des 2 volets de ce du réarmement démographique. Mais là, c'est un peu une tromperie. Il ne faut pas en attendre du tout pour l'instant. Ainsi, en présentant la question de la natalité sous l'angle du désir d'enfant frustré, Jérémy Patriélétus confond la fécondité, une question médicale et individuelle, et la natalité, une question sociale et économique. Bon, premier argument, premier raccourci. Mais Jérémy Patriélétus a un second argument dans sa besace. Autre volet important de votre rapport, le logement. Vous en faites même une clé de la natalité. J'avais d'abord une question pour Gilles Pizon. Est-ce que vous partagez en tant que démographe le constat que font ces 2 spécialistes de l'immobilier dans Les Échos? Ils signent une tribune dans laquelle ils disent « Le marché immobilier français est devenu le contraceptif le plus efficace du pays. » Faire des enfants coûterait trop cher, notamment à cause du prix du logement. Sur le papier, ça semble logique. Une pièce en plus, ça pèse lourd. Il n'y a pas un témoignage qui ne nous parle pas des problématiques de logement. On ne fait pas d'enfants en cage, nous a-t-on dit. Une chambre en moins, c'est un enfant de moins. À Paris, à 1 enfant, tu campes. À 2 enfants, tu décampes. Tout ça, c'est des témoignages qu'on a reçus. L'enfant est la variable d'ajustement de la crise du logement. Aujourd'hui, on le sait, on a perdu quasiment 20 mètres carrés. Les familles françaises ont perdu 20 mètres carrés. Si on veut répondre à ce désir d'enfant des Français, si on veut permettre aux Français qui souhaitent avoir les enfants qu'ils désirent, il faut des mesures en faveur du logement. Et les chiffres semblent le confirmer. À la campagne, où l'immobilier est moins cher, on fait plus d'enfants. Mais c'est pas si simple. Le logement, c'est une question qui se pose dans tous les pays du monde, notamment les pays avancés. Et pourtant, on voit bien que
ça n'explique pas totalement les différences de fécondité d'un pays à l'autre. Vous savez que parmi les pays les plus avancés, on voit des contrastes de 1 à 2 dans les taux de fécondité, avec des pays d'Asie de l'Est comme la Corée du Sud, le Japon, où le taux de fécondité est de 1 enfant par femme, voire moins. Bon, c'est pas facile en effet, mais c'est intéressant. En Europe aussi, vous aviez l'Espagne et l'Italie, où le taux de fécondité est proche de 1 enfant. Et puis à l'autre extrémité, des pays comme la France, où on est plutôt à 1,6 enfants, la France garde, malgré cette baisse des naissances, un taux de fécondité 20 à 25% de celui supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Et là, tous les pays ont les mêmes difficultés ou les mêmes conditions, mais ça n'explique pas totalement ces écarts. Les politiques du logement influencent peu la natalité. D'autres facteurs causent cette division entre ville et campagne. Une étude de l'INED montre que les villes attirent surtout des jeunes actifs plus tournés vers la carrière et la vie sociale que vers la parentalité. Autrement dit, le logement n'a pas exercé une pression sur la parentalité, mais plutôt une pression à la relocalisation, s'installer à la campagne pour avoir plus de place. Le discours du désir d'enfant empêché confond d'un côté fécondité individuelle et natalité démographique. De l'autre, ce discours du désir empêché se fonde sur des empêchements contradictoires. Est-ce le logement qui bloque la réalisation de la parentalité ou les contraintes et désirs de la vie professionnelle ? Fait-on moins d'enfants parce que tout est cher en ville ou parce qu'on choisit d'y rester pour le travail, les amis, le confort ? Présenter les choses comme ça change complètement la façon de voir la natalité. Pour Jérémy Patrier-Létus, la parentalité serait une évidence, presque le désir principal, simplement bloqué par des contraintes. Mais quand on regarde vraiment, renoncer ou repousser un enfant relève de choix bien plus complexes. Privilégier sa carrière, retarder le premier, ou simplement profiter d'une vie plus libre. Et présenter la natalité comme un désir évident, empêché, ça oriente le débat public dans un sens précis. Qui veut prendre la parole également d'abord sur ce sujet de cette dénatalité dont on parle quand même beaucoup, notamment parce qu'il y a cette mission d'information qui a été lancée, mais aussi parce qu'il y a des chiffres de la fin de l'année qui sont en train de paraître. L'angle est clair, légitimer une forme de contrainte reproductive. En parlant de désirs frustrés sans examiner les vraies raisons des choix de vie, cette mission reprend des schémas hétéronormatifs classiques. La sexualité doit être reproductive et tout ce qui détourne de la reproduction devient un problème à corriger. Cet angle nataliste et conservateur traverse tout le travail de cette mission parlementaire, qui ressemble parfois davantage à une opération de séduction de l'électorat d'extrême droite avec pour objectif 2027. C'est ce que nous essayons de faire avec ces propositions que nous mettons sur la table. Certaines visent à s'inscrire dans la campagne présidentielle. Vous avez compris que je propose dans mon rapport un plan quinquennal. Je propose que ces mesures soient inscrites dans un plan quinquennal. Il y a déjà des mesures qui, en l'occurrence, sont portées par le candidat à la présidentielle que je soutiens, en l'occurrence Édouard Philippe. Et l'horizon 2027 penche franchement à droite. Derrière ces propositions, on retrouve une vision très marquée, bourgeoise, raciste et sexiste. Bourgeoise d'abord parce que ces solutions pour lever l'obstacle du logement profiteraient surtout aux ménages les plus aisés. Donation pour les familles qui veulent acheter leur appartement ou leur maison. On a un crédit d'impôt aussi pour favoriser, en tout cas à travers des mécanismes de donation, le soutien à l'acquisition de logements. Bref, il faut accompagner les Français dans leur difficulté d'accès au logement. Vous ne faites pas d'enfants si vous ne pouvez pas les loger dans des conditions acceptables. Créer de nouvelles niches pour transmettre du patrimoine afin d'aider ses enfants à acheter, c'est un truc de riche. Aujourd'hui déjà, un parent peut donner plus de 135 000 € par enfant sans impôt. Si vous pouvez faire ça, félicitations, vous êtes déjà très privilégié. Mais un crédit d'impôt, ça bénéficie surtout à ceux qui paient déjà beaucoup d'impôts. Et même logique pour la mesure phare sur le logement. Un prêt à taux zéro pour acheter avant d'avoir un enfant. Nous proposons un prêt à taux zéro à la naissance d'un enfant pour pouvoir acquérir son logement ou l'agrandir. Et c'est une mesure importante car vous le savez, les freins d'accès à la propriété, l'accès à la propriété est l'un des freins majeurs à la natalité. Oui, ça réduit le coût, mais ça reste réservé à ceux qui peuvent déjà acheter. Les données de l'INSEE sont claires. Plus on est riche, plus on est propriétaire. Plus on est modeste, plus on loue. Donc ces avantages profiteront plus à ceux qui peuvent déjà acheter et transmettre. Et le rapporteur ne s'arrête pas là avec sa mesure phare. D'où l'idée là d'envoyer un signal clair de soutien très fort dès l'arrivée de ce bébé, puisque ce serait 250 € tous les mois jusqu'à ses 20 ans. Alors déjà, ces 250, c'est sans condition de revenu. Ce versement unique s'appliquerait sans condition de ressources. Et ça, c'est très très important, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Tous les parents toucheraient cette même somme, 250 €. C'est les mêmes qui s'opposaient au repas Crous à 1 € parce qu'ils pourraient profiter aux enfants d'ultra riches. Donnez
plafonner le repas à 1 euro pour tous, c'est vraiment très injuste pour les étudiants précaires. Mais ils veulent donner 250 € par enfant jusqu'à 20 ans, sans condition. Ça met quand même bien à mal cette histoire de désir frustré, hein. C'est pas des mesures pour inciter les Français à faire des enfants. C'est des mesures pour permettre aux Français qui ont un désir d'enfant de ne pas y renoncer. Agiter un chèque de 250 € par mois, je vois pas ce qu'il y a de plus incitatif, hein. Et puis rassurez-vous, c'est une mesure de droite, donc c'est pas vraiment 250 € en plus. Quoi? Donc hier j'ai fait 3 bébés pour rien? Bon, et j'ai combien? Dites le chiffre que les Français veulent savoir. Elle est où la moula? Qui n'est pas un versement supplémentaire. Je ne viendrai pas proposer, moi, député Horizon, une mesure qui coûte 35 milliards d'euros de plus alors que nos finances publiques sont exsangues et que nous avons passé le PLF et le PLFSS à expliquer qu'on devait faire des économies dans le pays. C'est bien une mesure de simplification et de lisibilité puisque nous venons fusionner un maquis d'aides budgétaires incompréhensible. On remplace 14 aides budgétaires qui ont perdu de leur efficacité en une allocation, un versement unique, universel. En réalité, ce serait surtout une fusion d'aides existantes, probablement avec moins d'argent au total. Donc pourquoi annoncer un chiffre aussi spectaculaire? Dans l'imaginaire droitier, qui sont les assistés? Qui monopolise les aides sociales, la CAF? Qui est constamment pointé du doigt? Oui, faire grand bruit autour d'une aide universelle à la parentalité, c'est aussi parler à un public qu'on suppose ne pas demander d'aide. De là à dire que c'est un soutien à la natalité blanche, il n'y a qu'un pas. Et hop, je l'ai franchi. On laissera la décision à l'appréciation du public. Mais c'est vrai que les propositions du rapporteur laissent perplexe. Rotation dans le parc social. Les logements sociaux de grande surface, ça doit être pour les familles. Même logique avec le logement social. Qui est accusé d'en monopoliser l'accès en permanence? On se demande! Et c'est une idée fixe de l'extrême droite. L'immigration de masse est sans doute le second mot qui affecte le logement social français. Selon le rapport du préfet Auboin, 35% des immigrés vivent dans un logement social contre seulement 11% des Français non immigrés. En l'état actuel, les critères d'attribution sont très largement favorables aux immigrants entrants, compte tenu de leurs faibles revenus et de leur structure familiale. C'est une passion partagée par tous les esprits droitiers de ce pays. Vous entendez ce bruit agaçant là? Allez, un petit effort, on l'entend presque sur le marché d'Evry. L'image de la ville d'Evry. Vous avez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de gauche. Bref, l'orientation droitière de ces propositions est à peine dissimulée, surtout quand on sait que le parti du rapporteur prépare explicitement ce thème nataliste pour 2027. Cette dérive droitière est directement liée à la natalité comme sujet politique qui ne regarde que les résidents actuels du territoire. Autrement dit, on met de côté la question migratoire. La population de la France continue d'augmenter. Pourquoi ? Même s'il y a plus de décès que de naissances, il y a de l'immigration. Les migrations viennent plus que compenser l'excédent de décès sur les naissances. Or, le solde démographique français reste positif. Les migrations participent à la croissance. Elles fournissent aussi de la main-d'œuvre pour des métiers indispensables mais peu attractifs. Bâtiments, aide à la personne, etc. L'exemple souvent pris est celui de l'Italie. Malgré tout ce qu'on dit sur un pseudo-modèle italien du moment, c'est un fait que la démographie italienne continue à décrocher moins bonne que la nôtre. Et il y a un débat en Italie et des stratégies d'immigration de travail qui sont assumées. Donc je pense que ce débat est indispensable à ouvrir, et dire cela, ça n'est pas avoir un esprit étroitement partisan, c'est une réalité factuelle. Le projet nataliste de Horizon se construit justement comme une réponse économique permettant d'éviter le recours à l'immigration de travail. Une autre solution serait de changer de modèle, ou en tout cas de renforcer ce que vous appelez une immigration de travail. On avait une audition à l'instant de l'INSEE qui nous disait que pour compenser un solde naturel qui deviendrait négatif, si ce n'est pas cette année, dans les années à venir, il faudrait une immigration à minima 120 000 personnes par an. Est-ce que dans les travaux que le plan mène par ailleurs, ça paraît soutenable, possible? Est-ce qu'on arrivera avec cette stratégie d'immigration à compenser ce solde naturel négatif? Mais surtout, toute cette politique repose sur autre chose, le corps des femmes, ce qui la rend encore plus problématique. C'est un choix à la fois xénophobe et sexiste, voire sexiste parce que xénophobe. Regardons donc la place de l'égalité dans le couple sur la question de la natalité. Quand on cherche à expliquer pourquoi en France la fécondité est plus élevée qu'en Italie, en Espagne ou qu'en Corée du Sud et au Japon, c'est d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Plutôt des facteurs sociaux, c'est des facteurs de genre. Il faut savoir que les jeunes générations de femmes qui ont fait des études longues, presque plus longues que
leurs collègues masculins, elles visent aussi à exercer un métier, à gagner le même salaire. La fécondité est la plus basse dans les pays où les inégalités entre hommes et femmes, que ce soit au travail ou à la Gilles maison, Pizon, c'est parfait sont parce les que vous plus faites élevées. Les déséquilibres viennent souvent du désengagement masculin après la naissance. Résultat, les femmes restent davantage à la maison et la maternité pèse lourdement sur leur carrière. Vous avez publié une enquête en mai 2025 sur la question des stéréotypes de genre sur la décennie et les priorités d'ici à 2030. Est-ce que pour vous, les stéréotypes de genre expliquent une partie du décrochage de la natalité ? On voit que sur un certain nombre de représentations, notamment des rôles dans la famille et des rôles professionnels ou d'un certain nombre d'éléments de sensibilité, si je puis dire, que la mère est là pour consoler, le père est là pour apporter le revenu au ménage. Ce type de représentation, ce n'est pas les termes exacts de l'enquête, mais je les cite approximativement, se forment déjà et sont déjà très présents chez les 11-17 ans. Si on veut vraiment permettre aux gens d'avoir des enfants, encore faut-il que la politique publique n'aggrave pas les inégalités femmes-hommes. Mais la paternité continue d'être valorisée avec bienveillance, alors que la maternité est considérée comme normale, presque évidente. Et il faudrait donner plus la parole aux hommes sur ce sujet. Il y a des hommes dans le public, j'aimerais bien qu'on leur donne la parole. Je vois que vous voulez prendre la parole, donc vous prenez un micro. Bonsoir. Allez-y, vous êtes ? Il ne faut pas taper. Ça marche. Les frustrations masculines liées à la paternité sont longuement mises en avant. J'ai ressenti vraiment cette solitude de parents donc en congé parental. Lorsque je m'occupais d'elles, que je faisais des activités, j'étais surtout entouré de grands-parents, de nounous. Cette solitude était assez pesante et à la fin, donc au bout d'un an, j'étais quand même très content de reprendre le travail pour rompre cette solitude qu'on avait de parents, quoi. C'est-à-dire, vous étiez au parc et vous étiez entouré de nounous, c'est ça ? Voilà, j'avais la chance le mercredi de voir les grands-parents souvent, mais du coup des papas comme moi, il y en avait très peu quoi, en congé parental et j'étais très isolé. Oui, bienvenue dans le quotidien de nombreuses mères. Quand elles s'en plaignaient, on disait qu'elles étaient de mauvaises mères, voire hystériques. Mais quand c'est un père, ça devient remarquable. La paternité doit être encouragée et surtout pas imposée. Dans un couple, on dit oui, tiens, tu vas rester, ça va être toi parce que moi de toute façon je gagne plus que. Donc c'est souvent la femme qui se retrouve. On a peut-être une divergence là avec la présidente, c'est que moi je suis attaché à la liberté d'organisation familiale et je considère aujourd'hui que comme il y a des inégalités de salaire entre le père et la mère dans les catégories les plus populaires, si on fixe d'autorité une répartition très stricte entre le père et la mère pour les congés, il y aura des familles parmi les plus populaires qui n'utiliseront pas ce congé à plein. Comme c'est gentil, c'est pour les classes populaires. Mais pourtant, on sait que sans contrainte, beaucoup d'hommes ne le font pas. On sait aujourd'hui que les congés parentaux sont beaucoup plus pris par les femmes, qu'il y a une faible augmentation du nombre d'hommes, même si les dispositifs ont été renforcés ces 10 dernières années, qui le prennent. Ce qu'on regarde dans les dispositifs les plus efficaces dans les pays du nord de l'Europe en particulier, c'est quand il y a eu l'obligation. Et il y a toujours des bonnes raisons. Carrière, revenus, logique économique, bref, faire un effort, mais faut pas forcer. La politique familiale, elle peut pas compenser d'autres politiques qui ne fonctionnent pas. La politique familiale, ça ne peut pas être par principe une politique d'égalité homme-femme. Elle doit le prendre en compte, bien entendu, mais elle ne peut pas remplacer une politique d'égalité salariale dans les entreprises. La présidente le disait, une politique familiale, elle ne peut pas remplacer une politique sociale. La politique familiale, ce n'est pas une politique aujourd'hui de redistribution des revenus. Ça ne doit pas être ça, la politique familiale. La politique familiale, ça doit être une politique qui permette de répondre aux désirs d'enfants des Français. Et voilà le fond du message. La politique familiale n'a pas à être une politique d'égalité femmes-hommes. Et ce, même si les rapports au sein du couple continuent de reproduire des structures patriarcales dans les revenus, les tâches et les sacrifices attendus de chacun. Derrière tous ces discours qui essayent de ne pas inquiéter sur la place des femmes, sur l'égalité, sur la justice fiscale, se cache en réalité une machine très simple, la natalité reproductiviste. C'est une politique qui doit être efficace. À vouloir fixer trop d'objectifs à une politique publique, on n'a plus du tout d'efficacité et plus aucun résultat. Donc c'est important de ne pas perdre de vue cet objectif principal. C'est une politique qui ne vise pas l'égalité sociale alors même qu'elle est un des principaux facteurs d'incitation à la parentalité. Une question reste pourtant peu examinée. Ce fameux désir d'enfant que le rapporteur cherche à imposer par son discours. Le modèle familial classique est présenté partout comme la norme. Un couple forme un foyer et un foyer appelle des enfants. Vu l'ampleur de la place prise par ces questions dans l'espace public, ce désir d'enfant mérite d'être contextualisé, car les comportements sociaux effectifs ne collent pas au récit. Les femmes ont des enfants plus tard, probablement parce que la pression à la maternité diminue et qu'elles peuvent décider plus librement, sans crainte d'être jugées. Y voir seulement des contraintes qui empêcheraient un désir profond, c'est projeter sur les faits une interprétation qui ne s'y lie pas. Ce qui apparaît surtout, c'est une manière de produire de la norme sociale autour du couple et de la parentalité.
Vous voici, Hugues Dantin. Je suis papa de 3 filles que j'ai eues en 3 ans, parce qu'il y a eu 2 jumelles qui ont 18 mois. Donc voilà, donc plutôt équipe réarmement démographique. C'est inquiétant et surtout, je pense que c'est surtout le symptôme de beaucoup d'inquiétudes. On parle souvent de la consommation comme indicateur du moral des ménages, mais je pense que c'est aussi un symptôme, cette baisse de la natalité, d'un moral des ménages qui est en berne pour plein de raisons. Vous dites une population qui n'est pas heureuse, c'est une population qui ne fait pas de bébés. Cette logique du discours et de l'action publique, Michel Foucault l'a précisément analysée avec ses notions de biopolitique et de biopouvoir. Parmi les processus biologiques qui structurent la société, comme la vie, la mort, la maladie, la natalité occupe une place centrale. Ce n'est pas une variable parmi d'autres. Dans une logique biopolitique, c'est ce qui permet à une population de se maintenir, de croître ou de décliner dans le temps. Comme le montre Michel Foucault, la notion de population n'est pas une réalité naturelle, évidente, mais une construction historique. La population, comme un ensemble vivant mesurable, avec ses naissances, ses morts, ses régularités, ses maladies, émerge avec la démographie, la statistique et la médecine, en même temps que les techniques de gouvernementalité qui s'appuient sur elle. Ainsi, pour Foucault, la population n'est pas gouvernée parce qu'elle existe naturellement. Elle existe comme objet gouvernable parce que des savoirs la définissent comme telle, mesurée, classée, quantifier. Ce n'est pas seulement décrire le réel, c'est produire un objet politique. Un axe majeur de cette biopolitique est la mise sous tutelle médicale du corps reproductif féminin. Le corps de la femme enceinte devient un objet surveillé, encadré, normalisé. L'accouchement lui-même devient un dispositif exemplaire. Il déplace un savoir pratique ancien vers un savoir médical savant, historiquement masculin. Le corps maternel devient ainsi un territoire investi par la médecine au nom de la vie productive. Faire des enfants. Cette biopolitique nataliste s'inscrit dans une hétéronormativité plus large, notamment à travers la notion de famille et de politique familiale. Dans son ouvrage La volonté de savoir, Michel Foucault montre que la famille bourgeoise du 19e siècle n'est pas seulement une institution privée, c'est un relais de gouvernementalité. La famille, c'est politique. J'ai souhaité, comme rapporteur de cette mission d'information, et le moment venu pour rédiger mon rapport, et la présidente l'a accepté, de pouvoir auditionner l'ensemble des acteurs de la famille dans leur diversité. Et je veux dire ici très clairement, quand je lis ce que je lis depuis quelques jours, que votre audition est organisée, qu'auditionner la présidente d'un syndicat familial ne revient ni à adopter ses positions, ni à les sanctuariser, mais bien à exercer notre mission de député. Je le dis peut-être avec un certain clin d'œil pour des choses que j'ai lues récemment, mais que le Parlement, c'est pas un safe place idéologique. Représenter les familles, c'est en légitimer des modes d'existence parmi d'autres. Rien ne vous obligeait à recevoir dans cette mission une organisation qui se présente comme un syndicat de la famille et qui est un groupe de pression qui trie entre les familles, qui refuse le droit des familles homosexuelles à être des familles, qui refuse aussi, pour une part d'entre eux en tout cas, le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc je pense qu'il n'était pas nécessaire forcément de donner cette tribune-là. C'est justement le rôle de la représentation traditionnelle de la famille comme objet profondément politique. On a une natalité qui décroît, mais le désir d'enfant et donc la famille idéale telle qu'elle est pensée par les Français, le désir d'enfant décroît aussi au niveau des Français, que la relation avec les politiques publiques n'est pas forcément évidente entre le désir d'enfant et les politiques publiques. Voilà le rôle de cette famille idéale des Français. Imposer une normativité à la famille qui doit, d'un côté, produire des naissances dans un cadre contrôlé, avec la régulation du mariage, de la sexualité et de la fécondité légitime, et de l'autre, produire des enfants viables, avec une normalisation de l'éducation et de l'hygiène, une surveillance médicale et la responsabilisation, voire la culpabilisation parentale. La norme familiale bourgeoise, le couple hétérosexuel marié, fécond mais modéré, attentif à la santé et à l'éducation, devient la norme biopolitique de la reproduction. Et cette norme définit aussi la sexualité légitime, la sexualité acceptable et reproductive, utile, encadrée, médicalisée. Elle n'est pas pensée comme un espace de liberté ou de plaisir, mais comme le cœur du moteur social productif. Produire et surtout reproduire. Ce dispositif social exclut des formes légitimes toutes les sexualités non reproductives ou déviantes, c'est-à-dire vaines, inutiles ou agréables. Et s'il y a bien quelque chose qui sait se reproduire tout seul dans nos sociétés, c'est le capital. Alors, rubrique suivante. Il y a quelques semaines, on vous montrait le principal mécanisme d'évitement de l'impôt utilisé par les ultra-riches, la holding et toutes les combines légales qui permettent parfois de diviser l'impôt par 10. La Commission des finances du Sénat, après examen des documents de Bercy, dresse un constat sévère. En 2024, 18 525 foyers avec au moins 1,3 million d'euros de patrimoine immobilier n'ont payé aucun impôt sur le revenu. Des milliards qui manquent aux finances publiques pendant qu'on demande toujours plus d'efforts aux plus modestes et qu'on réduit les services publics. Aujourd'hui, on parle d'un cas encore plus spécifique, le transport maritime. Ce secteur a sa niche fiscale dédiée, la taxe au tonnage, et elle a largement contribué à la fortune d'un des milliardaires les plus macronistes, Rodolphe Saadé.
Pour comprendre, on s'appuie sur une enquête exclusive de Blast. Nous, on va surtout parler de la taxe et de l'enrichissement des proches du pouvoir. Mais l'enquête est bien plus large, donc allez la lire. Et puis, tant qu'on y est, tous ces sujets et ces enquêtes embêtent les milliardaires. Ils ne nous aiment pas, nous, les sales gauchistes redistributifs. Alors, on a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Faites un tour sur la page de soutien et si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don. Alors, comme l'enquête le rappelle, l'entreprise principale du patrimoine de Saadé, la CMA-CGM, a dégagé près de 18 milliards de dollars de bénéfices nets en 2021 et plus de 24 pour 2022. C'est colossal. Mais ces entreprises ne paient pas l'impôt sur les sociétés comme les autres. Elles paient la taxe au tonnage. On ne taxe pas leurs bénéfices, mais la capacité de transport de leurs navires. Résultat, un taux réel minuscule, comme l'enquête le rappelle. Si le groupe Saadé avait payé un impôt sur les sociétés au taux normal, l'État aurait encaissé près de 11 milliards d'euros sur 4 ans. Un manque à gagner colossal. Imaginez la tête de certains députés quand ils découvrent qu'en 2024, CMA-CGM n'a payé que 310 millions d'euros d'impôts, dont seulement 180 au titre de l'impôt sur les sociétés applicable à sa seule branche logistique, soit un taux d'imposition effectif d'à peine 5,4%. Oui, 5,4%. Autrement dit, un évitement fiscal organisé par l'État lui-même. Et c'est pas tout. Le secteur est aussi très subventionné. Le fioul maritime, principal coût du transport, est largement détaxé. Bref, l'activité de transport maritime est très subventionnée par l'État. Et on peut se demander, pourquoi spécialement le transport maritime ? Eh ben, c'est une bonne question. On avance souvent qu'il est quasiment impossible de retenir les armateurs. L'essentiel de la richesse d'un armateur réside dans ses bateaux et dans ses équipes. Et le principe d'un bateau, c'est de bouger. Le capital de cette entreprise, encore plus que celui des entreprises normales, est fondamentalement mobile. Voilà, c'est tout con. C'est un bateau, ça bouge. Aujourd'hui c'est en France, demain c'est plus en France. Et ça illustre la principale stratégie derrière tous ces régimes fiscaux si généreux. Le chantage. Oh, mais vous voulez nous imposer, mais nous on va partir. Attention ! Des grands patriotes. Mais ce que ça révèle surtout, c'est le manque de volonté des autorités politiques de s'attaquer à ce problème. S'il y a bien un truc où on est très fort en France, c'est l'ingéniosité fiscale. Faites confiance à vos fonctionnaires de Bercy. Laissez libre cours à leur esprit de créativité. Ce sont des milliards qui attendent les Français. Mais là, comme par hasard, il n'y a plus personne. Serait-ce parce que ces grands propriétaires se sont rapprochés des cercles du pouvoir ? Oh, surprise ! Eh ben justement, on vous laisse découvrir comment Rodolphe Saadé rend de bons petits services à Macron directement dans l'enquête exclusive sur le site de Blast. Alors, on pourrait se dire, mais s'il donne autant d'argent à droite et à gauche pour la venue du pape à Marseille, pour le club de foot, etc., mais pourquoi les ultra-riches ne paient tout simplement pas plus d'impôts pour être tranquilles ? Eh bien, le cas Saadé montre bien pourquoi. Payer ses impôts, c'est un devoir, une obligation. Personne ne vous dit merci et vous n'obtenez rien en échange. Mais si vous donnez de l'argent, ce n'est plus vous qui êtes obligé. C'est vous qui êtes obligé. C'est là le cœur du problème. L'impôt redistribue aussi du pouvoir. Autoriser des taux aussi bas, c'est renforcer encore l'influence d'un capital déjà ultra concentré. Bref, c'est le capitalisme qui se nourrit lui-même, dévorant en même temps les espoirs de justice sociale et fiscale des Français. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Il ne faut pas comprendre la famille comme une structure sociale, économique et politique qui exclut la sexualité ou du moins la bride, l'atténue autant qu'il est possible et n'en retient que les fonctions utiles. Elle a pour rôle, au contraire, de l'ancrer et d'en constituer le support permanent. Michel Foucault, La volonté de savoir.